vous Manuel Bompard. Bonjour. Alors votre voix est attendue ce matin, figurez-vous, parce que cet après-midi, il y a évidemment un rendez-vous important à l'Élysée, un nouveau round de négociations qui va avoir lieu pour tenter de trouver un compromis de gouvernement. Il y aura à peu près tout le monde, sauf vous et sauf le Rassemblement national. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été invité ? Non, puisque le président de la République nous avait invités hier à l'Élysée et que nous avions décliné cette invitation. Donc j'aurais pas la mauvaise foi de vous dire aujourd'hui qu'il aurait dû nous inviter aujourd'hui. Moi, vous n'y seriez pas allé de toute façon. Évidemment, parce que j'appelle tout le monde à revenir à la raison. Comment vous pouvez imaginer que vous allez constituer un gouvernement commun dans lequel vous allez avoir les partisans de la retraite à 60 ans comme nous, les partisans de l'abrogation de la retraite à 64 ans comme nous, et ceux qui l'ont mise en place, dans lequel vous allez avoir les partisans du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune comme nous, et ceux qui l'ont supprimé, dans lequel vous allez avoir, je peux prendre tous les sujets, les partisans de l'augmentation des salaires et du SMIC, et ceux qui ne veulent pas de coup de pouce pour le SMIC. Je pense qu'il faut respecter la démocratie. Et la démocratie, c'est des projets politiques différents. Et donner l'impression qu'on peut mettre tout ça autour de la table et faire une sorte de gloubi-boulga, de gouvernement avec une politique qui conduirait à ce que les uns et les autres renient les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs, je pense que c'est pas sérieux. Le moment du compromis n'est pas arrivé en attendant une éventuelle nouvelle dissolution à l'été prochain, pour que le pays, tout simplement, ne soit pas à l'arrêt. Mais monsieur, pour faire des compromis, il faut être deux. Ah oui, c'est mieux. Oui. Bon, la vérité, c'est que nous avons, le nouveau Front Populaire, cherché des compromis à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier a mis sur la table un budget dans lequel il a dit « je vais faire 60 milliards d'euros d'économies ». Nous avons déposé des amendements, nous avons mené le débat parlementaire. 150 de nos amendements ont été adoptés. 150 de nos amendements ont été adoptés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier a pris les 150 amendements, il les a froissés et il les a mis à la corbeille. Donc maintenant, venir me dire « oui, mais il faut faire un compromis ». Mais encore une fois, pour faire un compromis, il faut être deux. Et la vérité, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, qui a perdu les élections européennes, législatives, ne veut pas abandonner, ne veut rien lâcher de son pouvoir. Sauf que, oui, pour qu'il y ait un compromis, il faut être deux, mais ils seront encore plus que ça cet après-midi. Et peut-être qu'il y en aura des compromis. Quel jugement avez-vous sur vos amis, je mets les guillemets, parce qu'en ce moment ça doit être compliqué, socialistes, écologistes, communistes, eux, ils y vont. Je pense que je les appelle à ne pas céder aux sirènes et à la tentation du gouvernement d'union nationale et de la grande coalition, parce que ça conduirait à les voir renier les engagements programmatiques qu'ils ont pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Donc moi, je forme le vœu, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de rentrer dans un gouvernement d'union nationale et par là même de détruire le nouveau Front Populaire. Puisque si à la fin, vous vous retrouvez dans un gouvernement dans lequel vous avez Olivier Faure et Bruno Retailleau, je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas un gouvernement qui va faire la politique du nouveau Front Populaire. Même si c'est un Premier ministre de gauche, parce qu'eux ils disent on veut bien, mais à condition que le Premier ministre soit de gauche. Mais alors, dans ce cas-là, il aurait fallu fixer comme préalable à toute discussion le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaisse enfin le résultat des élections législatives, nomme une candidate, la candidate que nous avons choisie en commun, Lucie Castet, pour diriger un gouvernement du nouveau Front Populaire, et alors le nouveau Front Populaire aurait cherché à aller gagner des majorités sur ces textes de loi à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons proposé initialement. Là, on n'est pas du tout dans la même démarche. On est là dans la démarche de construire un programme commun allant de la gauche jusqu'aux républicains. C'est pas sérieux. Donc, pour que les choses soient claires, s'il y a des ministres socialistes, écologistes ou communistes qui entrent au gouvernement, c'est la fin du nouveau Front Populaire. Et évidemment que s'il y a un gouvernement d'union nationale avec des ministres issus de la gauche, c'est un gouvernement qui va mettre en place une politique qui s'inscrira dans la continuité de la politique macroniste. Et évidemment qu'à partir de ce moment-là, nous combattrons la politique de ce gouvernement. Et si ils ne rentrent pas au gouvernement, mais ils acceptent le principe d'une non-censure, il se passe quoi à ce moment-là ? C'est pareil ? Mais c'est la même chose. Écoutez, donc c'est pareil. S'ils acceptent le principe de non-censure, mais qu'ils ne sont pas au gouvernement, ça reste la fin du nouveau Front Populaire. Mais la fin du nouveau Front Populaire, c'est un scénario qui n'existe pas. Le nouveau Front Populaire, c'est un programme que nous avons défendu devant les électrices et les électeurs, et c'est des candidatures communes. Dans tous les cas, le nouveau Front Populaire
populaire va continuer à vivre. Et il va continuer à vivre avec ceux qui resteront fidèles à son programme et qui continueront à le défendre. Donc, le scénario n'en déplaise aux macronistes, dont j'ai bien compris que sans doute leur principale priorité dans la vie, c'est de détruire le nouveau Front populaire. N'en déplaise aux macronistes, le nouveau Front populaire continuera, quel que soit le cas de figure. Donc, c'est pas le sujet. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était terminé. Je vous ai dit qu'ils se mettraient, eux, à distance du nouveau Front populaire, puisqu'ils abandonneraient les revendications programmatiques, le programme qu'ils ont défendu devant les électrices et les électeurs. Mais ce programme, il continuera à vivre, monsieur. Il continuera à vivre avec ceux qui resteront fidèles. Mais donc, ce qui sera défendu uniquement par vous. Mais pas seulement, vous savez, il y a beaucoup de gens, je ne crois pas que l'attitude ou les tentations qu'ont certains aujourd'hui d'abandonner ce programme soient très populaires parmi les électrices et les électeurs du nouveau Front populaire. Vous savez, moi ce week-end, j'étais dans ma circonscription à Marseille. Je crois que les gens ont assez bien compris ce qui se passe et je crois qu'ils nous demandent au contraire de rester fidèles aux engagements que nous avons pris devant les électeurs. Alors on sent que les lignes sont quand même en train de bouger. Hier, Fabien Roussel a dit l'abrogation de la réforme des retraites... On va voir, on va peut-être faire une conférence sociale, il a un peu rétro-pédalé derrière, mais on sent que ça bouge. L'abrogation de la réforme des retraites, honnêtement, c'est déjà du passé pour les communistes comme pour les socialistes. J'espère pas, parce que ça serait très grave. La vérité, c'est que ce sujet-là, et le sujet, la retraite à 64 ans, le projet d'Emmanuel Macron de passer la retraite à 64 ans, c'est le sujet qui a été l'objet des plus grandes mobilisations populaires dans ce pays depuis 50 ans. Je vous rappelle qu'il y avait 90%, plus de 90% des actifs qui étaient opposés, l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui étaient opposées, et qu'il n'y avait même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Alors pourquoi ça bouge selon vous ? C'est parce qu'ils veulent des postes du ministre, tout simplement ? Mais je n'en sais rien, il faut leur poser la question à eux. Vous avez un sentiment, j'imagine. Mais moi, mon sentiment, vous leur parlez c'est que... ou pas ? Mais évidemment, mais mon sentiment, c'est qu'il ne peut pas être question de renoncer à l'abrogation de la réforme des retraites et du retour à l'âge de départ à la retraite même à si 62 ans. Même si ça n'est qu'un gel de la réforme. Mais ça ne veut rien dire, un gel. Écoutez, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. D'ailleurs, il y a 10 jours, dans notre niche parlementaire, nous l'avions déposée et les macronistes ont bloqué l'Assemblée nationale pendant toute la journée pour nous empêcher de voter sur ce sujet. Il y a une majorité des députés qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi faudrait-il y renoncer ? Sur la base de quoi ? Alors que ce sujet est majoritaire dans le pays, il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi on devrait l'abandonner ? Le pays continue de tourner malgré tout. La loi spéciale sera adoptée demain en Conseil des ministres. C'est ce qui vient d'être annoncé. Est-ce que vous en réjouissez, même si cette loi spéciale, on l'a vu tout à l'heure, elle va mécaniquement entraîner une hausse des impôts pour ceux qui en payent, et peut-être une entrée dans l'impôt pour 400 000 personnes. Je ne le crois pas. Alors, d'abord, évidemment qu'on a besoin de cette loi spéciale, puisqu'il faut garantir une continuité budgétaire avant de pouvoir discuter un nouveau budget, sans doute en janvier ou en février. Maintenant, moi je souhaite, et mon collègue président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, a déposé un amendement en ce sens, je souhaite que cette loi spéciale, elle contienne aussi... Je rentre un peu dans la technique, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Je pense que c'est possible de le faire. Possible juridiquement. Non, je crois que c'est possible de le faire. Je sais qu'il y a un débat constitutionnel, mais à partir du moment où l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale sont favorables à cette mesure et donc ne saisiront pas le Conseil constitutionnel sur ce sujet, je pense qu'il est possible de mettre dans cette loi spéciale l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Moi, j'y suis favorable, justement pour qu'on arrête avec cette comédie faisant croire aux gens que s'il n'y a pas de budget, ils vont payer plus d'impôts. La vérité, ce n'est pas vrai, puisque ça sera soit dans la loi spéciale, soit dans le budget de janvier ou de février, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Autre sujet rapidement sur la Syrie, faut-il suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays autour de nous ? Mais d'abord, c'est pas de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, c'est l'OFPRA qui examine les demandes d'asile. Et moi, j'en reste à la politique qui est celle de l'OFPRA aujourd'hui, c'est de dire on continue à examiner les demandes d'asile. D'abord, il faut dire quand même que ce qui risque de se passer, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est des gens qui avaient fui la dictature de Bachar el-Assad qui ont plutôt envie de revenir en Syrie. Maintenant, il faut rester vigilant. Et rester vigilant, ça nécessite d'examiner ces situations-là au cas par cas, comme on le fait pour l'instant, comme on l'a toujours fait et qu'il faut continuer à le faire. Allez, vous avez entendu l'avertissement lancé par Manuel Bompard ce matin à ses camarades, alliés, on ne sait plus trop, du nouveau Front populaire. Merci beaucoup. Merci à vous.